Benoît Tadier, bonjour. Bonjour Alice. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre qui a lieu en virtuel évidemment, dans le cadre de l'exposition Roman noir et ruralité qui se tient actuellement à la Bibliothèque de littérature policière dans le 5e à Paris, que vous pouvez visiter si je ne m'abuse. Il faut prendre rendez-vous. Mais néanmoins, vous pouvez aller voir ces panneaux qui ont été très bien conçus et qui permettent de retracer une histoire assez globale et assez thématique en fait de la façon dont le roman noir et le polar traitent du cadre rural et du cadre naturel en général. Et donc, on a profité de cette exposition pour présenter peut-être différentes traditions de polars ruraux. Il y a 2 semaines, on s'est plus attaché au polar rural français avec Colin Niel, et puis cette semaine, avec Benoît Tadier, on s'intéressera à la tradition du polar rural états-unien, qui est évidemment la grande tradition du polar. Donc Benoît Tadier, vous êtes professeur en études américaines à l'université de Rennes 2. Mhm. C'est bien ça. Vous êtes spécialiste du modernisme de James Joyce. Alors, c'est un peu plus éloigné de nos sujets, mais vous êtes aussi Quoique. surtout, oui, quoique ça pourrait se discuter, mais vous êtes surtout le grand spécialiste du polar américain en France. Et vous avez écrit 2 ouvrages essentiels à ce sujet qu'il faut absolument avoir lus, parce qu'ils sont très agréables à lire, très riches et puis ils ouvrent vraiment des possibilités de lecture infinies. Il s'agit donc de votre premier ouvrage paru en 2006 et intitulé Le polar US, la modernité et le mal, et le second en 2018 qui s'intitule Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours aux presses universitaires de France. Donc, je l'ai avec moi, je peux vous le montrer. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Merci. Voilà, comme ça. L'ouvrage de Benoît Tadier, donc, qui est extrêmement riche. Et dont on va retracer, en fait, parce que je n'improvise pas du tout sur le polar rural, je m'appuie entièrement sur ce que vous avez écrit. Ça doit pas être facile d'écrire une histoire du polar Non, états-unien. non, alors effectivement, c'est difficile. Merci d'ailleurs pour tous ces mots très gentils et pas du tout mérités que vous m'avez, avec lesquels vous avez décrit mon travail. Non, c'est pas facile d'écrire une histoire, et puis c'est vraiment pour ça que j'appelle une histoire, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres. Il y en a d'ailleurs quelques autres, parce que c'est une histoire qui est courte, enfin qui commence assez tard. Si on parle vraiment de roman noir, on parle de quelque chose qui démarre au début des années 20, disons. C'est vraiment la génération de l'après-Première Guerre mondiale qui s'y colle. Et puis qui va très vite, donc, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains. C'est une histoire massive, c'est pas une histoire de grands hommes, si on veut, même si on retient que quelques grands noms aujourd'hui, Steele, Hammett et Chandler, les deux éternels noms qu'on cite toujours. En réalité, c'est une histoire qui est très collective, avec des centaines d'auteurs, des centaines de magazines populaires qui servent donc d'arène à ce nouveau type de fiction. Ensuite, vers les années 40-50, donc à peine 20 ans après le début, une deuxième grande génération qui correspond peut-être à justement la Deuxième Guerre mondiale, qui sont là encore beaucoup des gens revenus de la guerre, jeunes, qui savent pas trop quoi faire et puis qui se mettent à écrire. Et c'est en fait pratiquement tous les grands noms des années 50 qu'on peut citer, qui ont fait les beaux jours de la série noire, sortent de là, et eux aussi trouvent un marché très ouvert, avec une nouvelle forme de publication dont on parlera peut-être, à côté des magazines, le livre de poche, un appel d'air terrible, et donc énormément d'écrivains là encore. Donc, et puis peut-être ensuite une sorte de quand même d'essoufflement, je dirais, à partir des années 60. Et à partir des années 70-80, quand même, après la guerre du Vietnam, on peut peut-être situer finalement 3 grandes générations au moment de ces 3 grands conflits. Une troisième serait la génération, disons, de gens comme James Crumley, par exemple, qui est une génération plus donc dans la contre-culture et dans le désenchantement, et puis dans de nouvelles thématiques, bien sûr, dont on pourrait également parler, et qui, elle, se trouve finalement dans un système qui est un peu plus fermé, avec quand même beaucoup moins de possibilités. Là, on a l'impression que l'histoire se rétrécit un petit peu, ça devient effectivement, ça stagne un petit peu, ça stagne un peu, et c'est là qu'est la difficulté, parce que de mon point de vue, je trouve que finalement,
dans les 40 premières années, il y a énormément de choses qui se passent. Et puis ensuite, dans disons, les 60 qui suivent, il y en a beaucoup moins, même si le genre est quand même encore dynamique. Il y a énormément de polars et c'est mondialisé. Il y en a partout dans le monde. Mais donc, il faut faire des choix sur une très courte période. Il faut évidemment choisir les personnes, les phénomènes, la manière d'approcher le genre. Est-ce qu'on fait une histoire purement littéraire? Est-ce qu'on fait une histoire des personnages? Est-ce qu'on fait une histoire des contextes? Est-ce qu'on fait une histoire géographique? Est-ce qu'on fait une histoire politique? Enfin, tout est possible. Et donc, c'est là qu'est la difficulté. On a trop de matière finalement et il faut essayer de sélectionner peut-être 5 ou 10% pour arriver à faire entrer ça dans un bouquin pas trop long et qui soit pas juste une liste de noms finalement, parce que c'est ça le risque. Il faut essayer de trouver une logique, un récit soi-même qui puisse permettre d'aller du début jusqu'à nos jours. Bah, d'ailleurs, moi, je trouve que justement, dans la sélection que vous avez faite, et qui est effectivement, on retrouve les grands noms, on retrouve Jim Thompson, James Cain, Horace McCoy, Burnett, mais on retrouve aussi des gens moins connus. Donc, c'est ça qui est extrêmement riche. Moi, des gens que je connaissais pas forcément et qui m'intéressent beaucoup, on en parlera, et qui sont très, comment dire, très rattachés au polar rural, justement. Edward Anderson, que vous citez Oui. longuement, William Cunningham, qui sont des gens qui ont écrit dans les années 30 et qu'on connaît très peu en France, en fait, et qu'il faudrait sans doute Oui. creuser davantage, évidemment. Je me On regarde connaît moi-même. d'ailleurs assez peu aux États-Unis aussi. Hein, maintenant, il y a eu des rééditions. Edward Anderson, on connaît surtout parce qu'il y a eu des films qui en ont été tirés. Il y a notamment le film de Nicholas Ray, son premier film qui s'appelle en anglais They Live by Night, et en français, je sais jamais si c'est quelque chose de la nuit, les passagers de la nuit, les forbans de la nuit, enfin, toutes ces traductions françaises, j'ai un peu de mal, mais voilà, qui est un assez beau film et qui est quand même pas mal édulcoré par rapport au roman d'origine. Et puis un deuxième film qui a été réalisé dans les années 70 par Robert Altman, je crois, qui lui prend le titre de They Live by Night, pardon, Thieves Like Us, justement, qui est le titre original du roman. Et donc c'est un beau livre, mais c'est le seul roman noir de son auteur, qui a écrit en fait qu'un autre roman juste avant et qui a plus rien fait ensuite. C'est un peu des livres Apax, qui sont des livres, disons, qui ont été écrits à la faveur de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30. Et puis le contexte a ensuite tellement changé que ça a finalement pas eu beaucoup de lendemain. C'était l'époque, comme vous savez, des grands gangsters ruraux comme Dillinger ou Bonnie and Clyde ou autres. Et donc c'est un petit peu de ça que s'inspire ce livre, ou celui de William Cunningham, qui est en fait presque une biographie romancée ou une fiction biographique sur le personnage de Pretty Boy Floyd, qui était un vrai gangster rural de l'Oklahoma, qui a été quelque temps l'ennemi public numéro 1 avant de se faire descendre par le FBI, mais qui avait effectivement aussi été un personnage très ambivalent, à la fois un vrai criminel et en même temps quelque chose comme le bandit rural soutenu par la population locale, parce que c'était l'homme qui était une sorte de Robin des Bois contre les banquiers, etc., qui avait appauvri le pays, et notamment la paysannerie. Voilà, c'est ça. Donc, il était un petit peu entre les deux. Et Cunningham, c'était d'ailleurs un ami de Jim Thompson et même son mentor au début, puisqu'il était directeur de la branche du projet des écrivains fédéraux du New Deal de l'Oklahoma, à l'époque où Jim Thompson lui-même y est entré. Et ensuite, quand Cunningham a été viré parce qu'on le trouvait un peu trop communiste, c'est Jim Thompson qui l'a remplacé. Donc, il était très proche de lui. Et tout ce milieu un petit peu radical de l'Oklahoma, enfin radical au sens rouge, hein, comme on dit en anglais, qu'on imagine mal, parce que quand on parle d'Oklahoma, on s'imagine que c'est plutôt l'extrême droite ou des milices, je sais pas quoi, mais il y a eu un mouvement assez fort, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs à l'arrière-plan des Raisins de la colère de Steinbeck, par exemple, ou de la musique country de l'époque de Woody Guthrie, qui était aussi un grand chanteur qui est à l'origine de toute une tradition de protest song qui va jusqu'à Bob Dylan ou à Bruce Springsteen ou autres. Donc c'est vraiment... Lui, non? Oui, il était anarchiste. Oui. Il a été hobo aussi. C'était un itinérant, comme Jim Thompson d'ailleurs, qui a été hobo et lui aussi anarchiste et membre de... Voilà, c'est Les Amants de la Nuit. Merci de m'avoir signalé le titre. C'était donc ni les forbans ni les passagers. On peut décliner ça. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y avait vraiment un bouillonnement politique aussi autour de ces régions.
Et c'est très intéressant d'ailleurs d'essayer de reconstruire, pas simplement de ressusciter les livres, mais de reconstruire un petit peu l'arrière-plan culturel, les différentes affinités, la manière dont ça peut donner des films, des livres, des chansons, et ensuite se prolonger jusqu'à nous, suivant divers chemins, hein, comme je disais, jusqu'à Bruce Springsteen ou Bob Dylan avant lui. C'est assez amusant. Donc oui, il y a tout ça, et mon idée, c'était à la fois évidemment de donner enfin, de reprendre les noms connus, ceux qu'on connaît en France grâce à la série noire, et puis qui ont d'ailleurs aussi été respectés aux États-Unis grâce à la série noire, il faut le redire toujours, mais aussi d'essayer de faire connaître tout ce que la série noire n'a pas publié, pour des raisons multiples, qui serait un peu long d'expliquer ici, on pourrait y revenir éventuellement, Oui. mais simplement aussi parce qu'il y avait tellement de choses qu'elle ne pouvait pas tout publier, et donc d'essayer de remettre quelques jalons qui manquent dans une histoire qui est parfois un peu trop verrouillée. On a tous nos 10 ou 15 grands noms, et on oublie de voir que ce sont des arbres qui cachent la forêt et qu'il y a énormément de choses à découvrir, énormément d'auteurs, y compris d'ailleurs des femmes, par exemple. C'est une histoire très masculine, hein, alors c'est vrai que ça reflète un petit peu la sociologie des écrivains et la proportion d'auteurs hommes par rapport aux auteurs femmes dans les magazines. Néanmoins, il y a quand même une solide minorité d'auteurs féminins très intéressants dont on parle jamais. Vous en citez pas mal, d'ailleurs, dans votre introduction. J'ai essayé un petit peu, oui. Qu'il faudrait voilà, creuser peut-être ce champ des auteurs femmes qui sont un peu méconnus. Enfin, vous en citez quelques-unes. Dana Lyon, Craig Rice, Vera Caspary, qui est un peu plus connue que les autres peut-être. Oui. Gertrude Walker, Dorothy Hughes, Dolores Hitchens. Voilà. Dorothy Hughes, elle est plus connue. Patricia Highsmith aussi, c'est peut-être quelques noms. Mais effectivement, là encore, c'est très peu par rapport à la réalité. Et c'est aussi dû au fait que beaucoup de ces femmes écrivaient sous des pseudonymes ou alors n'utilisaient que leur initiale, et que donc parfois on a beaucoup de mal à retrouver leurs traces dans les magazines. D'ailleurs, ça va aussi pour les hommes. Ils utilisaient 50 pseudonymes pour des raisons parfois de droit, pour pas publier quand ils étaient sous contrat avec un journal et qu'ils publiaient dans un autre, ils prenaient un pseudonyme. Ou parfois, quand ils écrivaient trop, pour écouler leur production, ils prenaient plusieurs pseudonymes. Ça leur permettait que le magazine ne soit pas entièrement, qu'il n'y ait pas un seul nom sur toutes les histoires, mais il y avait une telle production, c'était assez fantastique. Hein, je regardais, d'ailleurs, je lisais aujourd'hui l'introduction d'un livre de Day Keane, qui est justement un des grands auteurs un peu de polar noir, un peu rural des années 50. Et je voyais qu'il a écrit quand même plus de 270 nouvelles, plus de 50 romans et plus de 1400 scripts pour la radio en 25 ans. Donc c'est quand même hyper prolifique. Voilà, et c'est pas le seul, il y en a énormément. Si vous regardez Earl Stanley Gardner ou d'autres, c'est phénoménal. Donc c'est aussi d'ailleurs une des difficultés, c'est qu'il faut quand même lire tout ça, enfin peut-être pas tout lire, mais lire quand même beaucoup de choses. Et quand on est tout seul pour lire et qu'ils sont des centaines à écrire, c'est un peu difficile. Choisir parmi tout ce qu'ils ont pu écrire, le roman qui va être le plus emblématique ou la nouvelle à citer. Enfin, c'est un peu. Voilà. Et puis on espère toujours faire des découvertes, bien sûr, à côté de ce qui est connu, de trouver de nouvelles choses. Donc finalement, la difficulté, c'est de s'arrêter de lire pour commencer à l'écrire quand on veut faire une histoire. Sinon, on est toujours tiré d'une chose vers une autre et on ne s'arrête jamais. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans Front criminel, dans votre ouvrage, c'est que vous basez l'histoire du polar états-unien sur justement son système de production. Moi, c'est ça que je trouve vraiment extrêmement bien mené. Enfin, on comprend bien comment c'est structuré, puisque vous montrez que c'est notamment le système de production éditoriale et la façon dont il change à partir des années 50, donc on passe du pulp, ce que vous expliquez, au paperback, et du coup, ça change aussi, les écrivains changent, les façons d'écrire du polar changent, et c'est encore plus le cas à partir de la fin des années 60, où vous montrez justement la fin du paperback qui change totalement le système de production, et donc ça donne une logique, en fait, à cette productivité de certains auteurs, à la moindre productivité d'autres. On comprend très bien la façon dont c'est fait. Et je voulais vous demander, donc vous commencez votre histoire évidemment avec les pulps. Alors peut-être qu'on peut expliquer rapidement ce que sont les pulps. Oui, ce sont des magazines donc de fiction populaire publiés sur du papier
qui était en fait du papier de mauvaise qualité, peu raffiné, où il y avait pas mal de, disons, de sciure de bois qui restait et qui se dégradait vite. C'est ce qu'on appelle le pulpwood paper en anglais, ou abrévié en pulp, et qui était effectivement, comme c'était du papier de mauvaise qualité, ça permettait de diminuer les coûts de production par rapport à des magazines, aux grands magazines de l'époque, qui eux étaient sur papier glacé, qui eux d'ailleurs n'étaient pas vendus cher non plus, simplement parce qu'ils étaient soutenus par une publicité envahissante des annonceurs qui, si vous regardez le Saturday Evening Post ou autre, et une histoire de Fitzgerald, elle circule ou elle serpente au milieu de vastes placards publicitaires pour les chemises Arrow ou les vacances en Europe ou les croisières sur machin. Mais évidemment, les croisières et les grosses voitures, c'est pas ce qu'on mettait comme annonce dans des magazines pour la classe ouvrière. Donc finalement, elles avaient assez peu de publicité et il fallait qu'elles réduisent elles-mêmes leurs coûts de production. Et donc c'est vers 1900 que certains éditeurs ingénieux ont inventé ce médium et c'était vendu donc à assez bon marché, entre 10 et 20 cents, ce qui était à peu près à la portée d'un petit budget d'un membre de la classe populaire, alors qu'un roman, les romans n'étaient publiés à l'époque qu'en édition reliée et coûtaient au moins 2,50 $, ce qui pouvait être finalement pas loin du quart du salaire hebdomadaire d'un ouvrier. Donc totalement inaccessible. Et puis, ils étaient vendus dans les librairies où les gens entraient difficilement, etc. Alors que les pulps, comme plus tard les paperbacks, ils sont vendus partout, dans les kiosques, dans les gares, dans les casinos, dans les aéroports, dans les gares, etc. Donc, c'est dans les supermarchés. Donc, il n'y a pas de ticket d'entrée culturel, si vous voulez, pour aller en acheter. Donc, ça a été finalement une aubaine à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour les gens qui voulaient devenir écrivains, puisque comme il y avait besoin de beaucoup d'histoires et que c'était finalement une activité presque prolétarienne. On était payé au mot quand on écrivait dans les pulps, donc quand on devenait écrivain, il fallait écrire beaucoup, d'où la surproduction aussi. Ça a permis quand même à beaucoup de gens qui n'avaient pas de pédigree littéraire particulier de devenir écrivain et puis d'être formés par ce terrain d'entraînement. Un des grands écrivains justement de pulps, qui s'appelle Lester Dent, qui est devenu célèbre sous le nom de Kenneth Robeson comme l'inventeur du héros Doc Savage, mais qui avait commencé dans Black Mask par des nouvelles criminelles et qui disait que les pulps, ça a été le plus fabuleux terrain d'entraînement pour écrivains qui ait jamais existé. Je pense que c'est effectivement une des choses très importantes qu'il faut rappeler. C'est le genre de choses dont on manque totalement aujourd'hui. Finalement, on n'a pas du tout ce genre d'opportunité pour apprendre à écrire et se faire publier. Si on est aujourd'hui quelqu'un de jeune et qui n'a pas disons, d'opportunités sociales particulières pour commencer à devenir écrivain. Donc, je pense que ça a joué ce rôle. Mais quelqu'un comme Hamed, par exemple, n'avait jamais terminé les études secondaires et pourtant, c'est devenu un des plus grands écrivains de sa génération. Donc, on voit bien finalement quel rôle ça a pu jouer. Et par ailleurs, c'était donc... Oui, je voulais juste dire pour terminer que c'était des magazines qui étaient quand même en même temps très déconsidérés par l'establishment culturel américain. Donc, on n'en parlait pas, c'était pas conservé dans les bibliothèques, c'était jeté, il n'y avait pas de critique dessus. Et finalement, donc, énormément de choses se sont perdues aussi parce que aujourd'hui, par exemple, le plus grand magazine pulp criminel, celui qui est vraiment le lieu de naissance du roman noir, qui est Black Mask, il n'y en a aucune collection complète dans aucune bibliothèque du monde. Donc c'est quand même assez révélateur finalement du peu de considération dont pouvaient jouir ou ne pas jouir ces magazines. Oui, il y a une citation de Vanity Fair que vous citez dans votre introduction qui est assez saisissante. Avec une sorte de mépris de classe absolu pour justement ces productions. Je citerai pas la citation parce que c'est vraiment, ça fait vraiment froid dans le dos, mais c'est pour vraiment décrédibiliser et rendre totalement illégitime ce type de littérature. C'était de la vraie littérature populaire en fait. Ah oui, et puis c'est la vraie littérature tout court, de toute façon. Je pense que il faut pas forcément non plus les séparer. Mais et d'ailleurs, ce que disent certains auteurs comme John D. MacDonald, que vous connaissez sans doute, qui est un des grands auteurs de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre, qui avait publié aussi bien dans les pulps où il a commencé sa carrière que dans les grands magazines, c'est que les pulps pour lui c'était beaucoup mieux parce qu'on était libre d'écrire comme on voulait, ou en tout cas on avait beaucoup plus de liberté que dans les autres. On est tout le temps embêté par l'éditeur qui vous corrigeait telle et telle chose. C'est ce que d'ailleurs remarque aussi Raymond Chandler, qui a publié une seule de ses nouvelles dans un des grands magazines,
qui était le Saturday Evening Post. La nouvelle, c'est I'll Be Waiting. Et on voit dans son courrier comme il s'énerve prodigieusement, enfin, il insulte l'éditeur en disant que il n'a pas à lui retoucher son texte et que s'il met un adverbe devant son verbe, c'est lui, il est libre de faire comme il veut et qu'il veut qu'il reste à sa place et qu'il lui fiche la paix, etc. Donc, on sent que c'était quand même aussi des espaces plus libres. De même que le paperback, d'ailleurs, à l'après-guerre, finalement, il y avait assez peu de contrôle et il y a toutes sortes d'expériences totalement bizarres qui ont pu se dérouler parce que justement, il n'y avait pas cette espèce d'encadrement qu'il pouvait y avoir dans des publications plus prestigieuses. Les romans de James Thompson, c'est quand même la démonstration éclatante qu'on pouvait faire des choses extrêmement expérimentales dans des médiums qui étaient pourtant considérés comme totalement déconsidérés, justement, considérés comme très populaires et pas esthétiques du tout. Oui, et donc Dashiell Hammett, évidemment, donc le grand nom qu'on nomme traditionnellement le père du roman noir états-unien, puisque il a commencé donc à écrire dans Black Mask, dans la célèbre revue Black Mask. Et en fait, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que pour Dashiell Hammett, la ville est véritablement l'échelle et l'espace du polar. Oui. Vous dites la ville, pardon, hein, c'est ça. Oui, la ville, pardon, c'est un peu coupé. Oui, oui. Là, vous dites que la ville est véritablement l'échelle et l'espace du polar pour Dashiell Hammett, et donc véritablement un ancrage et un contexte très urbain. Oui, absolument. Alors, ça nous amènera dialectiquement d'ailleurs à la campagne un peu plus tard, mais effectivement, il faut commencer par la ville avant d'y arriver, parce que clairement, d'abord, Hammett, c'est le plus grand auteur de la première génération. C'est pas tout à fait le premier. Il y a eu d'autres écrivains qui l'ont un peu précédé, notamment un dont on oublie souvent le nom, qui est Carroll John Daly, mais qu'il faudrait se rappeler, car c'est quand même un écrivain intéressant, qui est le premier qui a inventé le narrateur détective dur à cuire, juste quelques mois avant Hammett, en réalité. Hammett a un peu repris ça, mais il a beaucoup perfectionné, a injecté beaucoup plus de réalisme, d'ironie, une écriture beaucoup plus moderne, en fait, que Daly. Et le grand roman de Hammett, le premier, c'est bien sûr La Moisson Rouge, qui raconte comment une ville est mise à feu et à sang par des gangs et comment un détective va être chargé ou se charger lui-même en réalité, même contre l'avis des patrons de la ville, de la nettoyer en dressant les gangs les uns contre les autres. Et tout l'imaginaire de Hammett était totalement dominé par cette idée des gangsters qui prennent contrôle d'une ville. Évidemment, ça correspondait à ce qui se passait à l'époque, puisqu'on sait que les années 20, c'est vraiment l'âge des gangs. C'est l'époque où Al Capone régnait sur Chicago, où le maire ne pouvait pas être élu sans sa protection, où tous les policiers de la ville touchaient de l'argent de la part des gangsters, etc. Donc la corruption au niveau urbain était absolument totale, on peut dire, en tout cas dans certaines villes comme ça. C'était aussi le cas des villes minières de l'Ouest, justement, comme cette ville imaginaire où Hammett situe son roman, mais qui était en réalité inspiré par une vraie ville, qui était la ville de Butte, Montana, qui avait eu des conflits ouvriers très violents, qui avait été réprimée en réalité par les industriels avec l'aide justement de détectives d'ailleurs de la Pinkerton pour laquelle Hammett lui-même était employé, mais aussi de voyous. Et d'ailleurs il n'y avait pas souvent de différence entre les voyous et les détectives, c'était souvent des truands ou des criminels qui étaient embauchés pour faire les briseurs de grève par ces agences de détectives. Donc, il connaissait absolument très bien tout ça, et c'est ça qui l'a propulsé vraiment au cœur du roman noir, par opposition à, évidemment, tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire quand même, quand on pense à la fiction britannique, des milieux beaucoup plus restreints, c'est la maison de campagne avec ses quelques invités ou autres, enfin, c'est pas vraiment tout un univers social en conflit comme on voit là, et c'est pas non plus un univers corrompu. En général, dans le roman classique à énigme, il y a un méchant, et puis une fois qu'on l'a retrouvé et expulsé, tout le monde redevient gentil. Mais là, au contraire, on sent que le mal est partout et se dissémine, et que c'est pas parce qu'on peut éliminer quelques gangsters qu'on est revenu à un monde pur et propre. D'ailleurs, à la fin, il y a une scène assez drôle où le détective de Hammett dit au boss de la ville, bon voilà, je voulais nettoyer, maintenant vous pouvez la reprendre votre ville et elle est prête à repartir en vrille comme avant. Donc c'est bien la preuve que je ne crois pas une seconde que le travail qui a été effectué sera durable, disons. Et je crois que ça correspond aussi à un âge qui était justement celui de l'après-première guerre mondiale, où tout ce qui avait pu être l'idéalisme de l'avant-guerre, disons, la croyance dans le progrès, tout ce qu'avait promis le président Wilson en particulier, vous savez, sur mettre fin
à la guerre pour créer une démocratie mondiale, et puis aussi la prohibition qui partait du même principe qu'on pouvait élever le niveau moral de la population en les interdisant de boire, et qui en fait a été la pire idée jamais imaginée pour ça, parce que ça au contraire transformait toute la population en complices des criminels, puisqu'ils étaient devenus les clients des gangsters et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour continuer et contourner donc la règle. Ça a été prolifique pour le polar, ceci dit. Ah oui, ça a été formidable pour le polar et pour les gangs aussi d'ailleurs, qui se sont extrêmement enrichis, mais c'était très mauvais pour l'idée de départ du président Wilson et des ligues de tempérance et autres personnes qui croyaient au progrès social à travers ce genre de technologies qui leur ont explosé la figure. Donc je pense que il a vraiment été en phase avec tout ça et il a introduit ces questions au cœur du polar. Et puis, ce que dit aussi un critique que je cite, qui est Frederick Jameson, c'est que aux États-Unis, la politique, c'est vraiment une question avant tout urbaine, c'est-à-dire que vous connaissez beaucoup mieux vos élus et votre administration urbaine que vous ne connaissez la politique nationale, quoi. C'est quelque chose, local, surtout à cette époque-là. Voilà, on est dans le local et c'est ça, le rapport aux politiques, c'est avant tout un rapport local. Il y a toujours eu des administrations et puis même au temps où c'était des colonies sous la période coloniale britannique, c'était déjà là qu'il y avait une démocratie locale, même si le niveau central, il échappait complètement aux citoyens. D'ailleurs, c'est le mot citoyen en anglais, citizen, ça veut dire à la fois le citadin et le citoyen, ce qui prouve bien quand même que la citoyenneté, elle vient du fait d'être citadin au départ. Alors qu'en français, on a justement deux mots différents. Donc, je pense que ce rapport politique local, il est absolument fondamental. Et donc, décrire une ville qui part en vrille, c'est aussi décrire tout un univers qui part en vrille avec lui. Il y a rien au-delà, d'une certaine façon. D'ailleurs, jusqu'au polar récent, qui effectivement, bon, maintenant, est un peu plus macro ou dans la mondialisation, on est quand même dans des points de vue qui restent toujours géographiquement très localisés, finalement, dans le roman noir. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que le polar rural, du coup, se définit comme éloigné des instances politiques, peut-être, éloigné Non. des instances de pouvoir, ou pas forcément? Non, parce qu'il y a toujours un pouvoir local également. Simplement, ce sera le shérif au lieu d'être le chef de la police que vous avez dans la ville. Et c'est pareil. C'est exactement la même chose. Il y a exactement la même corruption au niveau local dans le système rural qu'il y a dans le système urbain. Si vous voyez les premiers romans de Faulkner, même Sanctuaire par exemple, vous avez le sénateur Snopes qui sort d'un gang ou d'une clique de types qui sont tous des malfrats ignorants, qui sont immiscés à toutes les positions de pouvoir au détriment de la vieille aristocratie sudiste, etc., et qui corrompent tout. Donc et puis si vous pensez au shérif de Jim Thompson, qui est donc notamment dans au Lou Ford, voilà, le tueur qui est en moi, le shérif tueur psychopathe en même temps, c'est et schizophrène à moitié aussi. Oui, d'ailleurs plutôt psychotique que psychopathe, finalement, je pense. Même si au départ, il a l'air plutôt psychopathe que psychotique. Mais en tout cas, il représente quand même, effectivement, c'est pas un stade idéal de la démocratie, quoi. Non, en effet. Et alors, pour revenir à cette idée de polar rural, vous écrivez que donc ça commence dans un contexte extrêmement urbain, et vous le dites, hein, la politique est fondamentalement urbaine, mais plus tard, le polar se projettera en dehors des villes, comme avec le roman d'Outlaw des années 30 ou le récit Backwoods des années 50. Donc je vous cite ici, on va essayer peut-être de faire un petit zoom sur ces deux types de N'employez pas le mot zoom. Oui, pardon. Ça ne donne pas dans le dos, rien que de là. Oui, non, c'est un espèce de focus, de petit encart sur ces deux tendances littéraires que vous identifiez, qui me semblent extrêmement riches. Donc d'abord, vous en parlez, c'est le roman d'Outlaw des années 30, ça on en a un petit peu parlé, donc avec notamment les figures de Edward Anderson et William Cunningham, et qui se situe où alors, ce roman d'Outlaw? Vous voulez dire géographiquement ou historiquement? En général, oui, c'est l'Ouest. Hein, donc, en fait, on peut d'ailleurs dire qu'il y a deux grandes tendances du polar rural, même si rural, c'est pas finalement le mot qu'il faudrait, mais ou des grands espaces. Et justement, le rural. Quand on dit rural, on est plutôt dans le sud, et quand on dit grands espaces, on est plutôt dans l'Ouest. Même s'il y a aussi des espaces sauvages dans le sud et de la ruralité dans l'Ouest, donc c'est pas non plus parfait. Mais je pense que ça désigne quand même en gros deux choses un peu différentes, qui peuvent bien sûr se lier entre elles, puisque l'Ouest, évidemment, ça peut être
le Texas, le Montana, si on pense à James Cromley, qui situe pas mal de ses aventures là-bas, ou même jusqu'à l'Oregon ou la Californie. Mais ça peut être aussi, comme chez Jim Thompson, l'Oklahoma, le Texas, et là on est dans une sorte de sud-ouest finalement, puisqu'on est aussi proche du golfe du Mexique, où se trouve également Charles Williams par exemple. Et là on associe finalement un petit peu les histoires d'outlaw de l'ouest et les histoires de ruralité sudiste. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir la conjonction des deux. Même le Mississippi de Faulkner, c'est à la fois un sud et un ouest, si on veut. Il y a à la fois de l'outlaw et de la ruralité sudiste, etc. Donc, ce sont des histoires qui s'entremêlent, mais on peut dire qu'il y a effectivement, au point de vue en tout cas des intrigues et des personnages, il y a une grande tradition qui est celle du western, qui se poursuit d'une certaine façon dans le polar d'outlaw, puisque le personnage de l'outlaw, qui est souvent un paysan appauvri qui ne trouve pas d'autre moyen de survivre que de devenir criminel. C'est ce qu'on voit dans le roman de William Cunningham que vous avez cité. Pretty Boy, c'est un ancien, c'est d'ailleurs la vérité sur Pretty Boy Floyd, c'est un ancien paysan qui est passé au gangstérisme. Thieves Like Us de Edward Anderson, c'est pareil, ce sont des anciens paysans qui se sont criminalisés. Un des grands romans aussi qu'on peut citer dans ce domaine, c'est celui de Burnett, High Sierra, dont le héros Roy Earl. Il y a aussi un film, c'est assez connu à cause du film avec Humphrey Bogart, un beau film de Howard. On voit la cavale de ce gangster qui est aussi quelqu'un d'assez digne et qui est issu du monde rural. D'ailleurs, à l'origine, ça devait être un film sur Dillinger pour lequel Burnett avait fait beaucoup de recherches et puis finalement le studio Warner a pris peur en croyant qu'il y aurait peut-être du scandale si jamais il glorifiait le vrai Dillinger, et donc c'est devenu une sorte de personnage fictif qui d'ailleurs dit dans le film qu'il a été autrefois dans le gang de Dillinger. Donc on n'est quand même pas très loin de l'histoire vraie de Dillinger. Et effectivement, c'est un personnage qui est vu comme assez noble et qui résiste, qui est issu d'un mode de vie qui disparaît et qui essaie de résister comme il peut en devenant un outlaw finalement. Et puis finalement, même pour rester un peu avec Burnett, même ces gangsters des romans des années 50 comme Asphalt Jungle ou comme Little Men Big World, qui sont ces grands romans de la trilogie, vous savez, urbaine d'ailleurs, des années 50, ce sont quand même, ces héros, ce sont des personnages ruraux qui sont devenus des outlaws ou des bandits parce qu'ils n'arrivaient plus à survivre là où ils étaient et qui sont tombés finalement dans la pègre urbaine, mais qui gardent le souvenir de toutes ces périodes antérieures. Donc on a tout ça, et puis ça va jusqu'à bien sûr Cromley, dont tous les deux détectives, Shugru et Milo Dragovich, sont clairement aussi des réincarnations du cowboy, sous une forme un petit peu déjantée années 70, mais c'est quand même assez ça. Et puis donc, on a la tradition du Sud, qui est celle de Caldwell et Faulkner, où on a plutôt... là, c'est plus rural, justement. C'est un monde paysan qui est en crise et qui disparaît. Et c'est vraiment ça que ça raconte, je pense, finalement, le polar rural, tel qu'on pourrait employer vraiment l'adjectif rural, et peut-être même d'ailleurs, tel que vous le voyez en France, c'est finalement aussi un peu ça, c'est la fin du monde rural. Oui, ce sont des romans qui sont, et vous le dites d'ailleurs souvent dans votre livre, ce sont des romans qui sont très nostalgiques, en fait, et qui sont surtout témoins d'un monde finissant, quoi, en fait, en quelque sorte, ou sur le déclin. Oui. Notamment pour le polar sudiste, vous en parlez très bien, donc ce roman qu'on retrouve en paperback dans les années 50 aussi, qui se décline en différentes catégories génériques. Alors ça, j'aime beaucoup ce que vous citez, Malcolm Coley, qui est donc un critique et qui décrit justement cette révolution du paperback dans les années 40-50 et qui décrit toutes les catégories génériques auxquelles se rattachent ces romans, qui sont quoi? Qui sont en fait une façon de viser un public ou de proposer des catégories génériques, des catégories pour un lectorat spécifique, en fait, ou comment, pour des niches? Alors, oui et non, c'est très intéressant. C'est complètement empirique. Je pense qu'il ne fait que décrire... alors, il énumère toute une série de sous-catégories qui correspondent en gros à ce qu'on appelle le roman noir aujourd'hui. Rappelons qu'à l'époque, aux États-Unis, personne n'avait jamais entendu parler de ce terme. C'était des paperbacks. C'était des paperbacks, c'est-à-dire des livres de poche en plus, qui étaient une branche spéciale du livre de poche, c'est-à-dire que le livre de poche, souvent, c'était au départ des rééditions de livres qui étaient parus en grand format, mais là, pour justement répondre à cette demande de littérature
d'une population de plus en plus lettrée, surtout qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des tas de programmes de formation pour les anciens soldats grâce aux lois américaines qui ont permis de payer leur éducation et autres. Donc, il y a vraiment une expansion très rapide du lectorat et une demande donc de fiction populaire, si on veut, très forte. Et à ce moment-là, ces catégories, elles se sont, à mon avis, mises en place de manière totalement empirique, au coup par coup. Quand les éditeurs voyaient que ça marchait, ils redemandaient aux auteurs d'en faire d'autres. Et donc, on voit ce que c'est. Il y a le western, il y a des histoires de gangsters, il y a des histoires mais il y a aussi toutes sortes d'histoires de parias sociaux, ce qui est assez intéressant. Les alcooliques, les drogués, les homosexuels, les minorités raciales, les marginaux, quoi. Les marginaux. Je pense que finalement, c'est la contrepartie, c'est un peu l'inconscient de la société de l'époque. On peut pas parler vraiment d'inconscient collectif, mais c'est dans une société qui était hyper normée à l'époque, des années 50. Il y avait quand même le modèle familial américain très contraignant. Il y avait la guerre froide, il y avait toute une forme de... Voilà, American Way of Life, un embrigadement idéologique très fort, la chasse aux sorcières, la chasse aux homosexuels aussi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même extrêmement dures, si on voulait. Il y avait la prospérité économique, certes, mais en gros, on avait demandé à des gens qui avaient... si on pense à la position des anciens soldats partis se battre contre le Japon ou l'Allemagne, c'était des gens qui étaient partis se battre contre le fascisme, et ils rentraient à la maison, au lieu de trouver un monde meilleur, ils se retrouvent pris dans une espèce d'univers de consommation sans fin, à crédit et rien d'autre, donc où ils peuvent pas exprimer en plus ce qu'ils ont vu, ni connu, ni rien. Donc je pense que finalement, il y avait un tel refoulement de tout ce qui pouvait être le vécu de toutes ces personnes, que ça s'est relâché dans ces histoires de marginaux, qui est une sorte d'autobiographie un peu fantasmée et collective, à mon avis, des Américains après la guerre, si on veut, et qui donc s'identifient à toutes ces figures marginales qui sont refoulées par la culture dominante. D'où, je pense, le succès de ces romans sur des psychopathes, sur des alcooliques, sur des toxicomanes, sur tout ce qu'on voudra, et la constitution parfaitement empirique de ces catégories. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas simplement d'ailleurs, donc il n'y a pas vraiment une prescription des éditeurs, c'est vraiment les lecteurs eux-mêmes qui consacrent certains genres. On voit par exemple que la littérature homosexuelle et lesbienne, c'est une littérature qui au départ a été proposée au public pour essayer de titiller un petit peu des lecteurs masculins qui aiment bien voir des histoires de filles lesbiennes, par exemple. Et puis, c'est ce que raconte une des auteurs lesbiennes de l'époque que j'ai citée. Mais elle a eu un tel succès avec ses premiers romans de tas de femmes qui lui ont écrit c'est la première fois qu'on parle de notre situation, etc., que ça a finalement eu un rôle assez fédérateur de la communauté à une époque où, bien sûr, elle était totalement... il n'y avait pas encore de coming out, c'était pas les années 60, il n'y avait pas de mouvement de droit civique, ni de libéralisation de tout ça. C'était considéré comme des pervers et ils se cachaient, ils n'osaient pas se montrer. Et donc, le fait d'avoir ces récits qui en parlaient, c'était déjà une manière de fédérer des communautés et d'articuler finalement des revendications sociales. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est pas vraiment juste une catégorisation en termes d'histoire possible, c'est vraiment, ça correspond à des tendances de la société de l'époque qui s'expriment à travers ça. Oui, c'est ça qui ressort ou qui se laisse. En fait, il y a une place en fait qui se fait pour peut-être des récits qui ne sont pas publiés ailleurs et qui, voilà, qui sont ici. Et que la critique bien pensante aurait probablement pas aimé. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que l'auteur le plus vendu de l'époque de l'après-guerre, c'est Mickey Spillane, qui est un auteur qu'on connaît un peu parce qu'il a créé le détective Mike Hammer, et on connaît un peu la série Mike Hammer qui en a été tirée en France par la télé. Mais quand on lit ses romans, c'est des romans d'une violence incroyable, où dont le détective arrête pas de cogner sur tout le monde, etc. Et puis il dit, et d'ailleurs, j'aime tuer et j'aime découper les gens en rondelles, et j'aime faire ça depuis que j'étais dans la guerre du Pacifique et que j'avais commencé à tailler en pièces des cadavres de Japonais. Ce que j'aurais pas dû faire, je sais, j'avais l'esprit totalement pourri, mais je pouvais pas m'en empêcher et ça me faisait éclater de rire et j'adorais ça. Et ce discours totalement sadique et assumé est devenu finalement le discours qu'il a fait le plus vendre aux États-Unis à l'époque, à la grande horreur justement de critiques comme Malcolm Carney qui disait ce type est un maniaque homicide qui nous vend du fascisme pur et tout le monde adore ça, où va-t-on, etc. Je pense que ça montre qu'il exprimait quand même des choses qu'il ne trouvait pas s'exprimer ailleurs, même si aujourd'hui ça fait un peu froid dans le dos. On voit quand même qu'il y a toute une expérience, disons, notamment de la guerre qui ne se trouvait pas prise en charge ailleurs et qu'il était là-dedans. Donc, il se vendait à plusieurs millions d'exemplaires chacun de ses livres.
Donc, quand on sait qu'il y a eu 16 millions d'Américains hommes qui ont été mobilisés dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, je crois, 12% de la population masculine des États-Unis, c'est gigantesque, quoi. Donc, c'est effectivement, là, on est vraiment dans de la masse, et je pense que ça explique le succès massif de ces auteurs, même s'ils n'ont jamais été considérés comme des grands écrivains par les critiques de l'époque, bien sûr. Et oui, et donc au sein justement de toutes ces catégories génériques, donc on a, vous citez Michael Cowley qui cite ces catégories, on a sexe prolétarien, gangster et docs, cowboy, policier, science-fiction, sexe historique, bon beaucoup de sexe, hein, si on comprend bien. Oui, oui, Euh, mais c'est ce qu'on voyait pas trop dans les comédies musicales de l'époque non plus, que c'est pas Chantons sous la pluie, quoi, effectivement. Et vous citez aussi, bien sûr, donc pour revenir à nos histoires de ruralité, 2 tendances qui sont, particulièrement intéressantes pour notre propos, qui sont le western noir et le Oui. backwoods noir. Donc on va peut-être commencer par le western noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc on voit à peu près, de quoi il, retourne, mais, en quoi ça change du western traditionnel, par exemple, cette Ben d'abord, il y a une tendance? violence beaucoup plus forte. Le western Mmh. traditionnel, il est quand même assez familial. Enfin, je parle pas déjà, il y avait déjà des romans un peu subversifs, mais quand même, c'est un genre, le western, qui reflète certaines valeurs traditionnelles de l'Amérique, etc., un peu mythologiques et autres, avec des héros très positifs. Quand vous regardez le jeune John Wayne ou le jeune Gary Cooper, ce ne sont pas des méchants et ils sont pas du tout, il n'y a pas d'ambivalence, c'est pas des psychopathes ni rien, ils défendent la veuve et l'orphelin contre les méchants indiens, je sais pas quoi. Alors aujourd'hui, ça peut paraître totalement bizarre, mais en même temps, à l'époque, c'était vu comme quelque chose de très mainstream. C'était presque un divertissement familial. Or, ce qui se passe, je pense, après la guerre, c'est qu'on a l'émergence de toutes sortes de héros qui sont en fait des outlaws. Ça se passe toujours, d'ailleurs, le western, ce qui est marrant, c'est qu'on en a écrit et tourné pendant 100 ans maintenant, mais ça se passe toujours dans les 30 mêmes années et dans les mêmes endroits, c'est-à-dire les années qui suivent la guerre de sécession, en gros, avec des soldats qui se sont battus, qui se retrouvent démobilisés et largués, qui savent pas quoi faire, et qui deviennent des bandits. Et finalement, c'est un peu l'histoire aussi, je pense, de ce qui est arrivé, pour revenir à toujours ce même thème, mais c'est quand même une génération aussi de gens qui sortent de la guerre et qui ne savent pas trop quoi faire, et qui fantasment une vie possible à travers ces soldats qui sont donc quand même des méchants souvent, enfin ces anciens soldats de la guerre de sécession qui se retrouvent ensuite des outlaws, qui se battent en duel, qui tuent de manière très violente. Et alors, certains des grands romans de l'époque, c'est par exemple le Desperado de Clifton Adams, qui a d'ailleurs été traduit dans la série Noire, lui, et qui est vraiment un beau livre d'ailleurs. Mais on voit très bien comment finalement il n'est pas très différent, ce Desperado, du détective de Mickey Spillane. D'ailleurs, il dit aussi qu'il a une espèce de désir du meurtre quand il se retrouve dans des scènes de combat, il tire dans tous les sens, etc. Sans faire le détail, il commet des crimes. Alors, il est plus moral du tout finalement par rapport à ce que pouvaient être les personnages de l'époque, et il a une sorte de pulsion de meurtre qui est beaucoup plus forte que ce qui pouvait être le cas des personnages d'avant. Et puis d'ailleurs, c'est souvent, on voit bien la proximité parce que c'est souvent les mêmes écrivains qui écrivent les romans noirs et les westerns. Donc, par exemple, Burnett, il a écrit un des premiers westerns d'après-guerre qui sont publiés comme paperback en 1950. Clifton Adams, il a écrit aussi de magnifiques romans noirs contemporains. Gail Brewer, qui écrivait des romans noirs ruraux, il a écrit aussi un western. Donc, c'était Donald Hamilton, voilà, c'était pour eux presque la même chose. Il suffisait un peu de changer le décor et la période, mais le personnage, l'intrigue, l'affrontement, les passions, etc., c'était finalement assez proche. Donc je pense qu'il y a vraiment... alors c'est difficile de dire si c'est le western qui devient noir ou si c'est le noir qui part à l'ouest, mais en tout cas, il y a une hybridation assez évidente, quoi. Et très intéressante, et qu'on retrouve d'ailleurs ensuite chez des auteurs comme Glendon Swarthout, vous connaissez peut-être The Shootist, par exemple, qui a été adapté au cinéma. C'est le dernier film de John Wayne où il joue le rôle d'un vieux tueur qui est malade d'un cancer, et donc c'est l'histoire de sa fin, mais voilà, c'est aussi clairement un roman noir en même temps qu'un western. Oui, mais je j'ai pas du tout vu ce film, mais, en fait, c'est quoi? C'est un film qui raconte la fin du détective ou, le Non, la du fin, là c'est la fin d'un la tueur fin à de l'histoire? gages.
d'un tueur à gages Voilà, finissant. voilà. Alors des tueurs à gages, il y en a aussi bien d'ailleurs dans l'Ouest que des chasseurs de primes, quoi. Ce qu'on voit bien, c'est la Clint Eastwood chez Sergio Leone, c'est que ça finalement. C'est toujours des histoires de chasse à l'homme avec un wanted et une tête mise à prix. Et puis vous avez, quand vous passez à James Thompson aussi ou autre, vous avez des histoires de tueurs qui sont également payés pour aller flinguer des gens. Donc finalement, c'est pas très différent, quoi. On peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Et donc, donc là, c'est le noir qui part à l'ouest ou le western qui se noirise, on ne sait pas, mais, Ouais. et l'autre tendance que vous explorez, c'est celle du backwoods noir. Alors déjà, qu'est-ce que veut dire backwoods? D'où vient ce terme? Et vous citez plusieurs auteurs, évidemment Charles Williams, qu'on connaît quand même relativement bien, hem, Harry Whittington, Gil Brewer, que vous avez déjà cité. Mais ces auteurs, en quoi ils écrivent du backwoods noir? Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que... Bah, si vous avez lu Fantasia chez les Ploucs, comme on l'appelait Oui. autrefois, Sous ce maintenant il y magnifique a titre. voilà magnifique titre qui a disparu de la nouvelle traduction, qui est le Bikini de diamant, ce qui parle Oui. beaucoup moins, il faut dire au lecteur, même si c'est plus fidèle au titre original. Vous avez une bonne idée de ce que c'est que le backwood, c'est-à-dire ces univers ruraux qui semblent échapper à la modernité et qui veulent échapper à la modernité, avec des personnages extrêmement retors, fermés sur eux-mêmes, qui mettent toujours en déroute le shérif qui vient les embêter ou toute personne figurant finalement la modernité urbaine. Alors ça, c'est pour le côté comique comme on a dans justement Fantasia chez les Ploucs. Et ce n'est qu'un roman, en fait, le seul qu'on connaisse en France, mais de toute une veine de l'époque qui est sur un peu de la comédie de Plouc, on pourrait appeler ça comme ça. Le mot est pas très joli. Mais vous avez aussi la version sérieuse, bien sûr. On a quand même... Alors ça peut peut-être, pour prendre un exemple qui parle plus, plus contemporain, ça peut ressembler à la première saison de la série True Detective, par exemple. Vous voyez, avec ces univers totalement fermés sur eux-mêmes, et là beaucoup plus inquiétant. C'est plus drôle, mais c'est des espèces de clans impénétrables et consanguins voilà, qui cachent des secrets, etc., qui veulent pas évoluer vers la modernité et où il se passe des choses très bizarres quand même. Dans tout ça, dans une ambiance qui est souvent justement celle des marécages de la Louisiane ou du Texas ou surtout de la Floride, des bayous, qui concentraient d'ailleurs la Floride beaucoup d'écrivains, puisque c'est là qu'habitaient Dakin, Whittington, Brewer. Ils habitaient tous au même endroit à Saint Petersburg en Floride. Ils étaient tous amis les uns des autres. Williams, c'était plutôt le Texas. Il y en avait comme Elliot Chase qui venait du Mississippi. Donc, c'est quand même des gens qui parlaient de ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire, et qui décrivent magnifiquement ces paysages, il faut dire aussi. Le bayou Mais du Sud. voilà. Et alors, pour reprendre le titre justement d'un des romans de Charles Williams, qui est peut-être le plus beau d'ailleurs, qui s'appelle Gulf Coast Girl en anglais, la fille de la côte du Golfe. Le Golfe, c'est le Golfe du Mexique, bien sûr. En français, ça a été traduit dans la série noire sous le titre Bye Bye Bayou, que je trouve assez drôle, mais Ça y est, qui je vois. traduit. Alors, on est assez loin, bien sûr, du titre originel. Mais vous voyez bien le côté nostalgique qui s'attache au paysage, justement, du Bayou, quoi. Je trouve que c'était assez bien trouvé. Alors, ça a été réédité ensuite, je crois, chez Rivage, sous le titre La fille des marais. Et là, on perd un petit peu encore son côté. Mais, oui, tout ça, ce sont le même bouquin, d'accord. oui, c'est le même livre. Oui, Okay. on risque de l'acheter plusieurs fois si on ne sait pas sous des titres. Donc c'est un peu ça. Et c'est à mon avis une représentation un peu symbolique et qui est issue de Faulkner et Goldwell de la fin du monde rural, là aussi, puisque c'est les dernières personnes qui résistent à la modernité d'une civilisation. Donc ils ont à la fois un côté assez positif, ce sont les derniers vrais Américains qui n'ont pas succombé à la civilisation urbaine et standardisée, et en même temps ils sont aussi vus un peu comme des primitifs, disons. Oui, et donc ça, c'est là, si on continue notre petit chemin un peu chronologique, ça, c'est effectivement le paperback des années 40-50, 60. Et puis, vous dites qu'à la fin des années 60, avec la fin justement du paperback et le changement de régime éditorial, si on peut dire, du système de production, on arrive à la fin, ce que vous appelez la fin de l'âge classique Oui. du roman noir états-unien, avec Oui. Chester Himes, qui met peut-être la dernière pierre à l'édifice. Et on rentre dans ce que vous appelez l'ère de la postmodernité, avec des auteurs comme James Crumley, que vous citez,
et vous montrez très bien, à quel point dans The Last Good Kiss, qui est publié en 1978, le personnage, du détective est en fait un privé en perte de enfin, en totale perte de pertinence, en fait. Il a plus de Oui, raison d'être, quoi. voilà, sauf littéraire. Je pense que c'est un Oui. peu pour ça que c'est du postmoderne, c'est qu'on réinterprète aussi les figures du passé de manière plus consciente. Et d'ailleurs, Mmh. c'est j'allais dire presque un démarquage de Chandler, le roman de Crumley. Comme d'ailleurs, il était fasciné Mmh. par Chandler, il s'en cachait pas du tout. Mais même le titre de Last Good Kiss, ça ressemble à la Ouais. fois à The Long Goodbye, à Farewell My Lovely, il y a le même côté sentimental, etc. Mmh. Et c'est nourri de références littéraires. Donc finalement, on rentre dans un polar qui est beaucoup plus autoréférentiel à cette époque-là. Si on pense aussi à un autre de la même époque, qui était d'ailleurs un ami de Crumley, qui n'a pas grand-chose à voir sur le thème, mais qui est Falling Angel de William Forsberg, que vous connaissez peut-être, parce que c'est lui qui a donné lieu au film Angel Hunt avec Mickey Rourke, Ah! film D'accord, d'Alan ouais. Parker, vous Ouais, ouais. savez, où il y a le diable et tout. Mais là aussi, ça se lit entièrement comme un pastiche de Chandler. C'est un beau livre d'ailleurs, mais on n'est plus dans un rapport immédiat à la réalité, je trouve. On est plutôt dans un rapport qui est avant tout au texte d'avant qu'on réinterprète. C'est Mmh. peut-être un peu pour ça. Et on est Ouais. aussi dans un rapport, du coup, avec un public qui est plus le même. On sent on a intellectualisé ce genre du roman noir qui, finalement, à partir de là, devient plutôt un genre pour un télo. Ouais. Même si on dit qu'aujourd'hui il y a énormément de polars qui se vendent, en réalité ce qu'il a dedans relève vraiment du roman noir, c'est pas beaucoup, c'est Mmh. plutôt par rapport au gros thriller qui fait des millions d'exemplaires, et c'est plutôt, ça reste plutôt une espèce d'exercice un peu intellectuel, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les grands écrivains postmodernes américains comme Thomas Pynchon, comme Robert Ah ouais. Hoover, se sont mis justement à réinventer eux aussi à leur manière le roman noir, comme on voit par exemple dans Inherent Vice ou Ouais. Bleeding Edge, qui sont les deux derniers romans de Pynchon, qui sont des Des romans, expérimentations voilà, incroyables, ouais, qui ouais. sont, voilà, à partir d'un modèle qui est toujours celui de Chandler finalement. Mmh. Mais ceci dit, il y a quand même des, enfin, je vois très bien ce que vous voulez dire et c'est vrai que ça paraît assez, évident que le roman noir, arrive dans une phase beaucoup plus, postmoderne où on retravaille les codes du genre. Bon, de toute façon, on n'a pas cessé de le faire, véritablement, mais là, ça devient vraiment visible, c'est presque du pastiche ou de la réécriture ou de l'emprunt, enfin, on voit l'héritage, en tout cas, Absolument, ça voilà, c'est ça. hein, On le met en avant, disons. Au lieu on de le le met en avant. cacher, on le montre. Voilà. Voilà. Mais on retrouve quand même des figures, je pense à cette figure du vétéran dont on a l'impression qu'elle, rythme, Oui, la façon dont vous le bah racontez, oui, on a l'impression qu'elle rythme toute l'histoire, du roman oui, noir que vous faites, hein, le vétéran de la guerre de Sécession, enfin je sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui, oui, ou le vétéran de la Première Guerre mondiale, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale, le vétéran de la guerre du Vietnam aussi, absolument. notamment Et je chez, crois que James ça, Lee Burke. Ouais. absolument, et ça a vraiment une importance justement pour rester dans le rural beaucoup plus grande dans le sud, parce que Ouais. c'est vraiment là qu'ont été prélevés les bataillons des 100 grades, quoi. C'est toutes les familles du sud des États-Unis, c'est des familles où énormément de gens sont partis à la guerre. Chaque génération partait à la guerre et c'était des fantassins, des soldats sans grade, etc. C'était pas du tout des généraux et autres. Et donc c'est des, d'ailleurs on le voit un petit peu, hein, c'est quand même des régions qui sont assez marquées par la violence et puis aussi par les armes. Hein, ça fait partie du quotidien des gens. On voit bien quand il y a des affrontements ou des émeutes ou autres, même au cours des Ouais. dernières années aux États-Unis, c'est tout de suite surarmé, il y a tout de suite les symboles guerriers qui ressortent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste absolument d'actualité. Là, de ce côté-là, effectivement, on n'est pas dans le postmoderne, on est vraiment dans la vie réelle des gens. Et je pense Mmh. que c'est ce qui donne d'ailleurs un des filons les plus vivants et durables du roman noir. C'est ce rapport que l'Amérique continue d'entretenir avec la guerre et avec les armes, et qui se recycle. Et je pense d'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'histoire du roman noir, c'est un peu l'histoire de la répercussion psychologique des conflits sur les Américains. C'est pas un Mmh. hasard, c'est effectivement Oui. les grandes générations d'auteurs, c'est les générations qui correspondent à ces trois guerres que vous venez de nommer. C'est parce que clairement, c'est une manière de digérer psychologiquement, si on peut dire, ces guerres. On voit bien que Spillane et ses histoires de tueurs, on le voit déjà avec Hammett dans les années 20, on le voit avec Crumley dans les années 70. Mmh. James Lee Burke aussi, bien sûr, puisque Oui. dans le premier roman même, on voit que son détective est totalement traumatisé par les massacres américains au Vietnam. Et ce qui a quand même changé, effectivement, par rapport aux guerres précédentes, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, elle était toujours présentée, même si c'était pas forcément vrai, comme une bonne guerre. Une Ouais. grande guerre populaire, une bonne guerre, évidemment Hitler, etc.
On a du mal à pas de dire on était du bon côté. En revanche, la guerre du Vietnam, c'est très différent, puisque c'est une guerre finalement qu'on n'a jamais su même expliquer ni justifier, même à l'époque où elle avait lieu, et encore moins après quand ça a été le fiasco qu'on connaît, sans parler évidemment de tous les crimes de guerre qui ont été commis. Donc finalement, les personnages qui sortent de ce conflit et qu'on voit ensuite, comme par exemple Robichaud ou comme Sugrue, le détective de The Last Good Kiss, qui est en fait traumatisé parce que pendant la guerre, il a tué une famille de Vietnamiens en balançant une grenade sur leur case sans s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui l'a marqué pour la vie, et donc ça peut plus être le héros chandlerien, le détective purement positif qu'il y avait avant. Ça devient des gens complètement marqués par l'histoire, ce qui achève d'ailleurs de brouiller les différences morales, on peut dire, dans le genre finalement. Oui, oui, et puis je pensais à aussi, In the Electric Mist, with Confederate Dead de James Lieber qui est publié en 1993, où on a aussi, toute la mémoire, enfin on a en fait un espèce de, comment dire? De reflux de la mémoire historique en fait. C'est comme si on était vraiment dans, enfin, je sais pas si c'est ce qui définirait le roman noir, mais effectivement d'un espèce de relent comme ça de tous les traumatismes ou tout l'inconscient, traumatisé de l'Amérique, de l'esclavage notamment. Vraiment, on a tout ça qui remonte, c'est Absolument. Alors là, on est dans un noir qu'on peut peut-être dire gothique, parce que justement, il est quand même très lié au passé, même assez ancien, mais finalement, c'est ce qu'on avait déjà aussi chez Faulkner, où tout le comportement aberrant des personnages est lié au traumatisme de la guerre de sécession, et ça se reproduit de génération en génération, et ça revient, c'est un retour du refoulé permanent. Donc voilà, effectivement, c'était ce que l'expression que je cherchais. c'est tout à fait ça. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de la littérature du Sud en général, bien sûr, parce qu'elle est fondée sur des péchés originels qui pourront jamais être vraiment évacués, comme l'esclavage en premier lieu, qui font que c'est une histoire qui est perpétuellement passe son temps à retraiter, disons, ce qui revient du passé, alors que quand on est dans des romans urbains du Nord ou autres, on n'a pas du tout cette profondeur historique. On est beaucoup plus dans l'immédiat et le présent, et c'est ce qui donne sa couleur particulière, on peut dire, à tout ce roman rural, entre guillemets, du sud des États-Unis. Ça, certainement. Et donc effectivement, on a toute cette tendance un peu gothique du sud dont vous parlez, hein, et qui est très liée au retour du refoulé. Et peut-être, dans la période plus contemporaine, alors moi c'est évidemment le sujet que j'ai étudié, dans ma thèse, qui est le Et que vous country connaissez noir. beaucoup mieux que moi. Que je Donc c'est connais, moi qui vais vous poser les questions. non, on pourra en discuter ensemble. On a déjà discuté ensemble longuement, à plusieurs reprises, et notamment lors de ma soutenance de thèse. Donc, vous faisiez partie du jury. Mais on a un peu une frange du country noir, peut-être. Alors, country noir, c'est une expression qui vient de Daniel Woodrell, qui publie en 1996 un roman qui s'intitule Give Us a Kiss, a Country Noir. Qui est traduit en français par Faites-nous la bise, un roman noir rural. Donc là encore, hein, vous le mentionnez bien, le passage de country à rural est peut-être un peu compliqué. Le saut est un petit peu compliqué à faire, puisque la ruralité des Ozarks, c'est quand même de la région des Ozarks ou de la région des Appalaches, qui sont des régions semi-montagneuses, où on trouve, comme vous le disiez, des communautés très fermées sur elles-mêmes, très que le reste de l'Amérique fantasme énormément, auquel on attache des caractéristiques horrifiques, où ce sont soit des sauvages, soit des gens qui sont restés purs dans leur petite communauté. Disons des primitifs, avec tout ce que ça peut Oui, voilà, des avoir primitifs. d'ambivalent de dire ça, à la fois en termes positifs et négatifs. Ouais. Exactement. Et autant vous parliez dans un de vos chapitres de votre roman, vous parliez de l'écologie urbaine du gangster. Je me dis parfois, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une écologie rurale du hillbilly ou du hobo ou du redneck, qui sont aussi des figures euh, très marquantes Tout à du fait. polar rural contemporain, quoi. C'est... Oui, sauf qu'elles sont quand même, je pense, dans le système général, c'est un peu les satellites des autres, malgré tout. Comme vous dites, c'est des gens qu'on fantasme, mais qu'on fantasme beaucoup depuis la ville, même si les auteurs vivent dans ces univers-là eux-mêmes. C'est quand même, disons, tout le système de l'édition, de la consommation littéraire, etc. C'est une culture urbaine profondément, ou une culture nationale urbaine, qui donc, c'est un petit peu finalement
il y a un peu on leur donne un peu la parole, mais il y a toujours, j'ai l'impression, quelque chose qui surdétermine la vision de ces communautés, qui est le fantasme urbain sur ces communautés, quoi. Donc, c'est un peu l'envers, finalement, de la condition euh, du public actuel, qui est justement pris dans ces grandes villes, qui a la nostalgie de ce monde rural, qui a du passé aussi, parce que c'est pas simplement quelque chose qui est en dehors de la ville, c'est quelque chose qui est avant la ville aussi. Et d'ailleurs, pour revenir à cet exemple de Burnett que je disais tout à l'heure, le fait que ces gangsters ces gangsters urbains soient d'ex-paysans, ça montre bien que c'est pas juste qu'on passe de la campagne à la ville, mais on peut pas faire le chemin inverse, si vous voulez. C'est un chemin historique, c'est du temps, et on peut pas revenir en arrière. Et donc, je pense que ça permet une espèce de retour fantasmé en arrière, ce qui explique d'ailleurs le côté un peu primitif, entre guillemets, de la vision de ces populations. Et puis c'est même parfois quelque chose de carrément un fantasme rousseauiste de l'homme non corrompu par la civilisation blanche. Là, je pense à quelque chose pour revenir vers l'Ouest, qui est d'ailleurs une belle série de romans, mais qui, à mon avis, fait preuve de ça. C'est toute la série de Tony Hellerman que vous devez connaître sur les policiers Navajo et le monde Navajo. Alors, on voit bien comment ça s'organise, qu'il y a une espèce d'idéalisation quand même de la culture Navajo qui fait que, par exemple, c'est pas eux qui peuvent être les coupables, ou alors, si ce sont les coupables, c'est parce que justement, ils se sont acculturés dans le mauvais sens, etc. Mais ils sont pas vraiment dans la même histoire que les personnages blancs, et ça, on le sent assez fortement. Et même si c'est très bien documenté et très bien raconté et très bien dépeint, je pense qu'il y a toujours quand même derrière cette espèce d'idéalisation à double tranchant, si vous voulez, d'une population autre. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est très juste. Je pense à des romans. Enfin, ceci dit, il arrive aussi que justement cette espèce de figure, par exemple, je pense à cette figure des ruraux, de fantasmés comme des primitifs qui resteraient une espèce de pureté dans leur communauté. Je pense à un roman de Ron Rash qui s'intitule, alors en français c'est Un pied au paradis, One Foot in Eden, qui a été publié en 2002. C'est un de ses premiers, je crois que c'est son premier roman policier, où justement il y a toute cette réflexion sur la nature comme un paradis perdu, en fait, qui est complètement retravaillé, puisque tout d'un coup le crime arrive dans ces lieux. Donc ça se passe dans les années 50 dans une famille de métayers blancs qui doivent quitter leur terre et donc qui sont très appauvris, très déclassés, hein. Justement, on retrouve la figure du petit blanc pauvre euh, dans ce roman de Ron Rash, mais avec voilà tout un travail sur en fait à la fois une écriture de la nature extrêmement bucolique et en même temps c'est par là que le crime arrive. Donc c'est c'est assez intéressant de voir justement, il y a une espèce de retournement comme ça du cliché sur le paradis édénique. Et de la même façon, Ron Rash, c'est quelqu'un, qui écrit beaucoup sur les Appalaches. Enfin, il vit lui-même dans les Appalaches. Je crois qu'il travaille à l'université. Il a la chaire de Appalachian Studies. Je ne savais pas que mais ça voilà, existait. Voilà. De l'université du coin. Et donc, voilà, il écrit sur ces territoires un peu délaissés, semi-montagneux. Il a écrit un autre roman qui s'intitule Une terre d'ombre, The Cove en anglais, en 2012. Alors, The Cove, je ne sais pas exactement ce que ça. Je crois c'est qu'il le traduit par recoin, le coin, vallon. oui, effectivement, le coin à l'abri, oui. C'est ça. Alors, c'est à la fois alors là, ils ont traduit par le vallon, mais c'est à la fois un espèce de lieu clos et en même temps un lieu complètement isolé, reculé, duquel on peut pas sortir. Une forme d'enfermement. Et les deux personnages de The Cove, qui sont un frère et une sœur, sont complètement enfermés dans cette montagne. Voilà, donc c'est intéressant. On a vraiment une veine comme ça. Oui, et qui se poursuit. J'allais, Ouais. pour citer quelque chose de très contemporain dont je vous parlais avant qu'on commence, Oui. et que je n'ai d'ailleurs pas fini encore de lire, mais qui est après 100 pages tout à fait passionnant. C'est le cas du dernier Grand Prix de littérature policière décerné en 2020 pour le meilleur roman étranger, qui est un roman d'un nouvel auteur, dont c'est le premier livre, et qui vit aussi et écrit sur les Appalaches, qui est James McLaughlin, et qui a écrit ce livre qui s'appelle donc Bearskin, ce qui a été traduit en français bizarrement par La gueule de l'ours plutôt que La peau de l'ours, mais toujours est-il que c'est un beau livre, et justement on voit bien, puisque le personnage principal est
quelqu'un qui a été mêlé au cartel de la drogue transfrontalier entre Mexique et États-Unis et qui cherche à échapper à ses anciens acolytes. Il se retrouve donc gardien d'une réserve naturelle qui n'a pas été touchée depuis plus de 100 ans dans les Appalaches, mais où il se passe quand même des crimes contre la nature, puisque des ours sont braconnés et leurs organes prélevés pour être envoyés en Asie. Et on soupçonne donc un trafic mafieux organisé vers la Chine, où se trouvent beaucoup de consommateurs de ce genre d'organes. Donc on voit bien comment il réunit finalement toujours, même dans cette zone complètement fermée, comme vous dites, on arrive à partir de là à parler finalement des grandes questions de la mondialisation actuelle. Il y a aussi beaucoup de choses sur le réchauffement climatique, sur l'immigration clandestine, sur le surarmement de la société, etc. Et sur donc les mafias globales qui finalement arrivent à trouver un point d'ancrage toujours dans ce lieu très fermé des Appalaches. Donc ce qui veut dire que le rural finalement, il a l'air clos, mais il est toujours traversé par les dynamiques qui l'entourent. Ah, c'est vraiment intéressant parce que justement, de ce que je lisais, j'avais justement l'impression que par exemple, effectivement, les Appalaches, alors je ne sais pas pourquoi tout le monde écrit sur les Appalaches, hein, c'est impressionnant. C'est vraiment une région extrêmement prolifique. Et il y a ça, il y a les bayous de Louisiane aussi. Et les bayous on de a pas... Louisiane, ouais. ouais, et les Ozarks. Les Voilà, Ozarks les sont Ozarks. d'autres zones semi-montagneuses un peu plus loin qui ont produit notamment donc les romans de Daniel Woodwell, mais aussi une série télé qui s'appelle Ozark. Enfin, il y a plein de grandes productions sur les Ozarks. Et justement, j'avais l'impression que très souvent, donc à la fois chez Ron Rash, mais aussi chez quelqu'un comme Chris Offutt, peut-être que vous Oui, connaissez, oui, donc très bien, qui oui, a bien. écrit un roman qui s'appelle en français Nuits Appalaches, pardon, au pluriel. Oui, qui est Country Dark, c'est Voilà, ça? Oui. voilà. Oui, alors Country Dark, voilà, oui. qui se situe aussi dans les Appalaches et où on est là aussi dans quelque chose de très clos, quoi. Oui, et puis toujours ce contraste qu'on trouvait déjà chez Faulkner. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est prof à l'université du Mississippi, Chris Offutt. Donc, je pense que Ah bah voilà. voilà, même si ça se passe dans le Kentucky, il est quand même, je pense, très faulknerien. Et il y a ce contraste qu'on trouvait déjà chez Faulkner entre une nature magnifique et les activités monstrueuses des hommes à côté, quoi. Ça tranche d'autant plus ce côté chute du paradis quand on est dans un contexte comme celui-là. Ça prend une force très grande. Et donc, c'est un peu ça aussi qu'on voit. Oui, et c'est un beau livre d'ailleurs, mais qui d'ailleurs traduit un peu aussi un côté nostalgique, puisqu'il se situe également dans les années 50, si je me souviens bien, le personnage principal. Enfin, ça va ensuite jusqu'aux années 70, mais c'est quand même bien dans le passé. Le personnage principal est justement un vétéran qui rentre de la guerre. Il rentre de guerre, oui, c'est ça. Voilà, Ouais. et il n'a pas un rond, et il a beau avoir une quinzaine de médailles pour valeur militaire, etc. Il est totalement abandonné et poussé dans la pauvreté, et donc il rentre lui aussi dans des activités criminelles pour essayer de s'en sortir. Donc c'est toujours l'histoire de l'outlaw en même temps qui ressort finalement. Hein. C'est le combattant démobilisé qui tombe dans le crime, faute d'avoir d'autres options. Oui, c'est ça. Il rentre, là, je regardais, il rentre de la guerre de Corée. Donc encore un autre traumatisme. Oui, on l'avait oublié parce que c'est très proche de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a effectivement quelques romans sur la guerre de Corée où on voit aussi des vétérans complètement largués à leur retour. Enfin, quand je dis vétérans, en France, on imagine des personnes d'un âge assez avancé, mais aux États-Unis, c'est le mot qu'on emploie pour toute personne, même si elle a 22 ans, qui rentre du combat, quoi. Donc, on devient vétéran. Oui, c'est ça. Hein. Il me semble que c'est un terme pas forcément. Non, pas forcément des seniors, quoi, juste des gens qui rentrent de la guerre. Les anciens combattants, mais quand on dit anciens combattants, on imagine peut-être parce qu'on n'a pas eu de guerre depuis longtemps, mais on imagine aussi des gens de 80 ans, alors qu'en fait, ça peut être 20 ans. Ça peut être des gens très jeunes. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Bon, et bien écoutez, Benoît Tadier, merci beaucoup. Je pense que merci Alice. On a un peu dépassé, hein, je crois, mais bon, personne ne nous arrête, donc on pourrait continuer longtemps, sauf s'il y a des questions. Alors, je crois qu'il pourrait y avoir éventuellement des questions dans le chat. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. On revient, la Bilipo est de retour. Non, c'était tellement passionnant qu'on n'a pas eu de questions et peut-être qu'il y en aura après et qu'on vous les soumettra et on relaiera. Oui, c'était pas très grave. Hein. Nous, on aurait pu aller jusqu'à encore des heures et des heures, mais vous, peut-être pas. Et c'est vraiment très, très intéressant et très passionnant. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les deux. Merci à vous. Voilà, on espère vous accueillir à nouveau à la Bilipo, mais en vrai.
Ça sera quand même On beaucoup aimerait plus bien, agréable. On aimerait bien. Donc, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Enfin, ça ne dépend pas vraiment de nous. Donc, en tout cas, très bonne continuation à vous. Encore tous nos remerciements pour cette rencontre qui était vraiment très réussie. Voilà. Merci Et beaucoup. merci Ben, à merci. Alice Merci d'avoir Alice, accompagné surtout. bravement Ouais. Bravo les Alice. 2 rencontres. Ben, merci Bravo. beaucoup Benoît pour Ouais. cette discussion, hein. C'était, une fois de plus, extrêmement, riche et voilà, Merci j'espère beaucoup, qu'on mais aura grâce à vous. l'occasion d'en rediscuter, notamment Avec sur les plaisir. femmes. Voilà, J'aimerais Oui, bien, les Alice. femmes de la série noire. Oui, Je suis sûre, Alice, c'est pas avec grand tombé dans plaisir. l'oreille de la Bilipo n'est pas sourde. Donc, Très bien. Avec prochaine grand rencontre plaisir. alors. Avec plaisir. au revoir à tout le Merci. monde Au et puis revoir. à bientôt. À Merci bientôt, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.